Dans les vastes paysages où la nature s'étend à perte de vue, au creux des vallées et sur les collines boisées, les Gaulois vivaient en communauté soudée, liés par des liens profonds de sang et de tradition. Leur monde était celui des tribus, des clans, où chaque membre trouvait sa place, à la fois dans la famille, dans le groupe plus large et dans la terre qui les nourrissait. Au centre de ces assemblages humains, la famille élargie formait la cellule de base. Ce n'était pas seulement un foyer où l'on partageait le pain, mais un creuset de mémoire, de savoir et d'habitude. Les anciens y transmettaient les récits des ancêtres, les règles tacites qui guidaient les comportements et les gestes précieux qui permettaient la survie. Ces familles s'entremêlaient, s'alliaient par des mariages soigneusement choisis, tissant un réseau invisible mais solide qui unissait les hommes et les femmes dans une même destinée. Plus large encore, la tribu rassemblait plusieurs de ces clans, réunis par une langue commune, des coutumes partagées et souvent par un territoire précis. Chaque tribu possédait ses terres, ses forêts, ses rivières, que l'on considérait non pas comme une simple propriété, mais comme un héritage vivant, un don des ancêtres. Cette relation intime avec le sol nourricier fondait l'identité collective, forgeait un sentiment d'appartenance profond. À la tête de la tribu, un chef guidait le groupe, mais son pouvoir n'était ni absolu ni héréditaire de manière stricte. Il incarnait la sagesse et la force, capable de rassembler, de défendre et de prendre des décisions cruciales. Son autorité reposait souvent sur la reconnaissance de ses pairs, sur son habileté au combat, son éloquence et sa capacité à protéger le bien commun. Mais ce chef ne régnait pas seul. Il s'entourait d'une élite composée d'hommes respectés, guerriers ou sages, qui formaient une sorte de conseil. Ces assemblées, où se mêlaient débats et rituels, étaient le cœur vivant de la société gauloise. Là, les grandes décisions se prenaient, qu'il s'agisse de partir en guerre, de conclure une alliance ou de régler un conflit. Les voix se croisaient, parfois s'élevaient avec passion, mais toujours dans un esprit d'écoute, de respect des anciens et des traditions. Ces moments de rassemblement étaient autant politiques que spirituels, car ils renforçaient les liens entre les individus et le groupe. Dans les villages, les habitations s'ordonnaient selon une logique communautaire. Elles étaient construites en bois et en terre, souvent regroupées autour d'une place centrale, lieu d'échange et de rassemblement. Les champs, les pâturages et les forêts proches étaient partagés entre les familles selon des règles respectées et transmises. La vie collective rythmait les jours et les saisons, ponctuée par les fêtes, les cérémonies, les travaux agricoles et les moments de repos. Le travail n'était pas seulement une nécessité matérielle, il avait aussi une dimension sociale. Les tâches étaient réparties en fonction des compétences et des âges, mais aussi selon des traditions ancestrales. Les hommes prenaient en charge la chasse, la guerre et certains travaux lourds, tandis que les femmes s'occupaient souvent des cultures, du tissage et de la transmission des savoirs domestiques. Mais ces rôles n'étaient jamais figés, et la coopération était essentielle à la survie. La société gauloise ne connaissait pas la centralisation telle qu'on l'imagine aujourd'hui. Elle était plutôt composée de nombreuses communautés autonomes, chacune avec ses particularités, ses chefs, ses lois orales,
Pourtant, ces groupes étaient liés par une culture commune, une langue, et des rites qui les rassemblaient au-delà des frontières tribales. Lorsqu'un danger extérieur se présentait, les clans pouvaient s'unir, forgeant des alliances temporaires ou durables, capables de changer le cours des événements. Cette organisation sociale, fondée sur le lien humain autant que sur l'attachement à la terre, dessinait un équilibre fragile mais dynamique. Chaque individu connaissait sa place, ses devoirs, mais aussi ses droits, dans une société où la parole et l'honneur tenaient une place centrale. Ce n'était pas une société d'oppression, mais une communauté vivante, où le respect des anciens, la solidarité et la mémoire collective formaient les fondements de l'existence. Au fil du temps, les Gaulois développèrent ainsi une manière de vivre profondément enracinée, faite d'équilibres subtils entre autonomie et appartenance, entre lutte et partage. Cette société, bien que parfois éclatée en petites unités, était liée par un fil invisible de traditions, de croyances et de pratiques sociales qui la rendaient unique. À travers ces liens et ces structures, se dessinait peu à peu l'identité gauloise, non pas comme un simple peuple, mais comme une mosaïque de communautés vivantes, tissant leur destin au rythme des saisons, des guerres et des paix, des naissances et des morts, dans un monde où l'homme et la nature s'entrelaçaient intimement. Quand les premiers rayons du soleil caressaient doucement les terres gauloises, un monde silencieux s'éveillait peu à peu, déroulant son rythme immuable. Le quotidien des hommes et des femmes se déployait alors, fait d'une harmonie entre la nature qui les entourait et les gestes patiemment accomplis pour assurer leur survie et leur bien-être. Les champs étaient au cœur de cette vie. Cultiver la terre n'était pas seulement un acte de subsistance, mais un lien sacré entre les hommes et la terre-mère. Blé, orge, seigle, ces céréales étaient semées au bon moment, entretenues avec soin, avant d'être récoltées dans une sorte de communion avec les cycles naturels. Le labour se faisait à l'aide d'outils en fer, fruit d'un savoir-faire qui s'était affiné avec le temps. La charrue, tirée par des bœufs robustes, labourait les sols pour que les graines trouvent un terreau fertile, symbole d'espoir et de renouveau. Non loin des champs, les animaux partageaient l'espace des Gaulois. Les troupeaux de bœufs, de moutons, de chèvres et de porcs constituaient une richesse essentielle. Ils fournissaient non seulement la viande, mais aussi le cuir, la laine, le lait, tous éléments indispensables à la vie quotidienne. Soigner ces animaux, veiller à leur sécurité, faisait partie intégrante des responsabilités des habitants. Les maisons elles-mêmes étaient des témoins silencieux de ce lien entre l'homme et son environnement. Construites souvent en bois, avec des toits de chaume, elles se groupaient en villages, où chaque foyer connaissait sa place. L'intérieur offrait un refuge chaleureux contre les rigueurs de l'hiver, avec un foyer central où le feu crépitait, dispersant lumière et chaleur. Les murs étaient parfois ornés d'objets artisanaux, fruits du travail patient des habitants. L'artisanat occupait une place importante dans ces communautés. Le travail du métal, en particulier, était un savoir précieux. Les forgerons façonnaient le fer, le bronze, le cuivre, donnant forme à des outils, des armes, mais aussi à des parures délicates. Ces objets témoignaient d'une maîtrise technique et d'un sens esthétique raffiné, mêlant utilité et beauté. Chaque pièce racontait une histoire, chaque gravure un symbole, souvent hérité de traditions ancestrales.
Le tissage et la confection des textiles étaient tout aussi essentiels. Les femmes jouaient un rôle majeur dans la fabrication des vêtements en utilisant la laine des moutons ou le lin cultivé localement. Les tissus étaient tissés avec soin, parfois teints avec des pigments naturels, donnant naissance à des étoffes colorées qui servaient à la fois de protection contre les éléments et de marque d'identité sociale. Dans ces villages, les échanges tenaient une place de choix. Les marchés n'étaient pas seulement des lieux d'affaires, mais des moments de rencontre et de partage. On y échangeait des denrées, des objets artisanaux, des informations, des nouvelles venues d'ailleurs. Ces échanges pouvaient parfois s'étendre sur de longues distances, révélant une société connectée au-delà de ses frontières immédiates. La nourriture, élément vital, était simple mais variée. Les céréales étaient consommées sous forme de bouillie ou de pain, souvent accompagnées de légumes, de fruits sauvages et de viande selon les saisons et les disponibilités. La chasse complétait parfois les repas, apportant gibier et poissons. Les techniques de conservation, comme le fumage ou le salage, permettaient de traverser les périodes difficiles, assurant la pérennité des ressources. La journée gauloise était rythmée par ces activités où chacun trouvait sa place et sa fonction, contribuant à l'équilibre de la communauté. Les tâches n'étaient pas simplement des obligations, mais des actes qui participaient à la continuité d'un monde, transmis de génération en génération. Les enfants apprenaient tôt à reconnaître les plantes, à manier les outils, à respecter la nature qui les entourait. Au fil des saisons, la vie reprenait ses cycles, entre travail et moments de repos. Les fêtes et les célébrations venaient ponctuer l'année, rassemblant les habitants autour de rites partagés, renforçant les liens sociaux et spirituels. Ces moments d'allégresse et de recueillement étaient autant de pauses nécessaires dans le rythme parfois exigeant de la vie quotidienne. Ainsi, du lever au coucher du soleil, la vie des Gaulois s'écoulait dans une douce harmonie entre le travail de la terre, l'artisanat minutieux et les relations humaines tissées avec soin. Chaque geste, chaque échange, chaque repas participait à une existence ancrée dans le réel, mais empreinte d'un profond respect pour la nature et pour la communauté. Ce quotidien, façonné par des savoir-faire anciens et un lien intime avec le territoire, révèle une société vivante, complexe et riche d'humanité, bien au-delà des stéréotypes souvent attachés à ces peuples anciens. C'est ce visage authentique que l'on découvre en prêtant attention aux détails simples de leur vie, aux traces qu'ils ont laissées dans la terre et dans le cœur de ceux qui les ont suivis. Sous l'ombre bienveillante des forêts profondes, là où le souffle du vent s'entrelace avec le murmure des feuilles, se déployait un monde invisible, aux contours mystérieux, celui des croyances des Gaulois. Leur relation au sacré n'était pas simplement un ensemble de rites ou de mythes figés dans le temps, mais une expérience vivante, une façon d'habiter le monde en accord avec les forces qui régnaient au-delà du visible. La nature elle-même était perçue comme un vaste temple où chaque arbre, chaque source, chaque colline portait en soi une énergie, un esprit. Les Gaulois voyaient en ces éléments non pas de simples objets, mais des entités vivantes, des témoins de la puissance divine qui animait la terre et le ciel. L'arbre, en particulier, occupait une place centrale dans cette vision. Majestueux et ancien, il symbolisait la connexion entre les mondes. Ses racines, plongées dans les profondeurs de la terre, son tronc, solide, et ses branches élevées vers le ciel, formaient un pont entre l'humain et le divin. C'est autour de ces arbres sacrés que les communautés se réunissaient, cherchant guidance et protection. Ces lieux devenaient des sanctuaires naturels,
des espaces de silence et de recueillement, où les frontières entre le monde des hommes et celui des esprits semblaient s'effacer. On y venait pour offrir des présents, pour prier, pour écouter les voix du vent, qui portaient peut-être un message des dieux. Au cœur de cette spiritualité, les druides occupaient une place singulière, à la fois respectée et mystérieuse. Leur rôle allait bien au-delà de celui de simples prêtres. Ils étaient les gardiens du savoir, les maîtres des rites, mais aussi des sages, des conseillers qui comprenaient le langage des étoiles, des arbres et des hommes. Leur apprentissage, long et rigoureux, leur conférait une autorité morale qui traversait les tribus. Ils n'étaient pas des figures de pouvoir coercitifs, mais des intermédiaires, des passeurs entre le visible et l'invisible. Les druides connaissaient les secrets des plantes médicinales, les règles qui gouvernaient les cycles naturels, et les traditions orales où étaient préservés les récits fondateurs. Leur voix lors des assemblées, leur présence lors des grandes cérémonies conférait un poids sacré aux décisions prises. Ils étaient aussi les juges, les arbitres, veillant à la justice au sein des communautés. Les rites eux-mêmes étaient multiples, souvent liés aux saisons, aux événements marquants de la vie, naissance, mariage, mort. Ils se déroulaient dans des espaces choisis avec soin, parfois au cœur des forêts, parfois près des sources ou sur des hauteurs. Les offrandes, qu'il s'agisse de nourriture, d'objets précieux ou même d'animaux, étaient des gestes d'échange avec le monde divin, une manière de montrer respect et gratitude. Parfois, ces cérémonies prenaient une dimension spectaculaire, rassemblant de nombreuses personnes autour du feu, dans un mélange de chants, de danse et de silence profond. Ces instants semblaient suspendus hors du temps, où l'on sentait palpiter la présence d'un ordre cosmique, d'un équilibre fragile entre les forces de la nature et les destins humains. Les sanctuaires, souvent situés en des lieux choisis pour leur symbolisme, étaient aussi des espaces de refuge et de transmission. Là, les jeunes apprenaient les histoires des anciens, les lois non écrites, la sagesse des étoiles et des cycles terrestres. Ces lieux n'étaient pas figés dans la pierre, mais vivants, en mouvement, au rythme des saisons et des hommes. Le rapport des Gaulois au sacré s'exprimait aussi dans leur manière de percevoir la vie et la mort. La frontière entre ces deux états était fluide. L'âme étant vue comme un voyageur qui passait d'un monde à l'autre, sous la garde bienveillante des divinités et des ancêtres. Les tombes elles-mêmes, riches ou modestes, portaient souvent des symboles évoquant cette continuité, témoignant d'un profond respect pour ceux qui avaient vécu avant. Cette spiritualité, à la fois intime et collective, révélait une société attentive à l'équilibre, au respect des forces qui dépassaient l'homme. Ce n'était pas une foi dogmatique, mais une expérience sensible, ancrée dans le quotidien, dans le souffle du vent, dans le bruissement des feuilles. Chaque geste, chaque parole, chaque regard porté vers le ciel ou la terre portait en lui cette conscience du lien entre les mondes. Ainsi, à travers les forêts sacrées, les druides et leurs enseignements, les rituels, les offrandes, se dessinait un paysage spirituel complexe et riche, une invitation à écouter ce qui échappe à la raison seule, à se laisser guider par le mystère, la beauté et le respect du vivant. Dans le tumulte des temps anciens, lorsque les ombres s'allongeaient sur les collines et que le vent portait avec lui le murmure des affrontements, les guerriers gaulois tenaient une place singulière dans la vie des communautés.
Leur rôle dépassait la simple fonction de combattants. Ils étaient les protecteurs des terres, les défenseurs de leur clan, mais aussi les gardiens d'un honneur profondément ancré dans les valeurs collectives. Chaque guerrier était avant tout un homme forgé par la terre qu'il habitait. Son entraînement commençait tôt, mêlant endurance physique, maîtrise des armes et compréhension des tactiques de combat. Ce n'était pas une préparation au hasard, mais une discipline rigoureuse, souvent transmise de père en fils, dans le cadre familial ou tribal. Apprendre à manier la lance, l'épée ou le bouclier, c'était se préparer à protéger ce qui était précieux, la vie de sa famille, les champs, les villages, mais aussi la liberté et l'honneur du groupe. L'armement gaulois reflétait cette union entre efficacité pratique et sens esthétique. Les armes n'étaient pas de simples outils, mais des objets façonnés avec soin, souvent ornés de motifs symboliques ou de gravures complexes. L'épée longue, ou tranchant redoutable, pouvait porter sur sa garde des figures stylisées, témoignant d'une identité guerrière et d'un savoir-faire artisanal remarquable. La lance, arme de prédilection, alliait légèreté et puissance, permettant à son porteur de frapper avec précision depuis une certaine distance. Le bouclier, large et robuste, servait non seulement à la défense, mais aussi à l'affirmation de la présence du guerrier sur le champ de bataille. Fabriqué en bois et recouvert de cuir, parfois renforcé de métal, il portait souvent des décorations évoquant des symboles protecteurs. Son maniement exigeait une grande habileté, car il fallait à la fois parer les coups adverses et créer des ouvertures pour riposter. Les techniques de combat étaient variées et adaptées au terrain. Les guerriers savaient se battre en formation serrée, unissant leurs forces dans des phalanges protectrices, mais aussi en combat individuel, où l'adresse et le courage se révélaient. La mobilité était une qualité essentielle, permettant d'exploiter le relief accidenté des terres gauloises entre forêts, collines et rivières. Au-delà des armes et des tactiques, la stratégie jouait un rôle crucial dans la défense des territoires. Les chefs guerriers, souvent choisis pour leur expérience et leur sagesse, savaient lire le paysage comme un livre ouvert, anticipant les mouvements ennemis et tirant parti des particularités du terrain. Ils coordonnaient les attaques, organisant les embuscades ou les retraites selon les circonstances, dans une quête constante d'efficacité. La protection des terres ne se limitait pas au combat. Les guerriers étaient aussi les garants des frontières, veillant à ce que les limites du territoire soient respectées, prévenant ainsi les conflits avant qu'ils ne dégénèrent. Leur présence seule pouvait dissuader d'éventuels envahisseurs, témoignant de la force et de la cohésion de la communauté. Les combats, quand ils survenaient, étaient des moments intenses, où se mêlaient peur et bravoure, douleur et espoir. Ils marquaient profondément les esprits, laissant des traces dans la mémoire collective. Ces affrontements n'étaient pas seulement des luttes pour le pouvoir ou les richesses, mais des actes chargés de sens, où l'honneur individuel se mêlait au destin du groupe. Les guerriers, dans ces instants, étaient porteurs d'une responsabilité immense. Leur vaillance pouvait assurer la survie d'un clan. Leur défaite entraînait sa disparition. Ce poids, ils le portaient avec fierté, conscients que leur rôle s'inscrivait dans une continuité, celle des générations passées et à venir. Leur équipement reflétait aussi cette dimension symbolique. Parfois, ils portaient des torques, colliers en métal précieux, signe visible de leur statut et de leur courage. Les peintures corporelles, rapportées par certains témoignages, pouvaient ajouter à leur allure une aura redoutable, renforçant leur présence sur le champ de bataille. Mais les guerriers n'étaient pas uniquement des figures de guerre. Ils participaient aussi aux rites, aux fêtes, à la vie sociale. Leur rôle social s'étendait bien au-delà du combat, incarnant des valeurs d'engagement, de loyauté et de sacrifice. Ils étaient des modèles pour les jeunes, des piliers autour desquels s'organisait la cohésion tribale. Ainsi, dans le calme après la tempête, quand le souffle de la bataille s'apaisait, restait l'image de ces hommes qui avaient su conjuguer force et sagesse, puissance et responsabilité. C'est ce portrait,
à la fois humain et universel, qui se dégage lorsque l'on observe les guerriers gaulois, non pas comme de simples soldats, mais comme les gardiens d'un monde où la lutte pour la survie se mêlait à la quête d'un sens profond, au sein d'une communauté unie par des liens forts et durables. Au fil des siècles, les terres occupées par les Gaulois ne furent jamais isolées. Elles s'étendaient en contact avec d'autres peuples, traversées par des routes d'échange, ponctuées de rencontres tant pacifiques que conflictuelles. Ces interactions façonnèrent peu à peu un paysage complexe où alliances et tensions s'entremêlaient, dessinant les contours d'une époque charnière. Les Gaulois, tout en conservant leurs identités tribales profondément enracinées, ne restaient pas figés dans l'immobilisme. Les échanges commerciaux les mettaient en contact avec des cultures parfois lointaines, et avec elles des idées, des objets, des pratiques nouvelles. Le commerce, même modeste, ouvrait des fenêtres sur le monde, permettant à certains d'entre eux de se familiariser avec des réalités qui dépassaient leur environnement immédiat. Mais ces échanges ne se limitaient pas aux biens matériels. Ils engendraient aussi des rencontres humaines, des dialogues parfois empreints de curiosité, d'autres fois marqués de méfiance. La diversité des peuples voisins, que ce soit les Germains au nord-est, les Ibères au sud-ouest, ou plus tard les Romains venant de la péninsule italienne, créait un réseau d'interactions où chaque groupe tentait de préserver sa place, parfois au prix de concessions, parfois par la force. Le lien avec Rome fut particulièrement déterminant. Ce contact, d'abord distinct, prit progressivement de l'importance à mesure que Rome étendait son influence vers le nord. Les relations furent multiples, mêlant diplomatie, commerce et conflits. Certaines tribus gauloises cherchaient à tirer parti de cette nouvelle puissance, établissant des alliances ou des accords commerciaux, espérant ainsi renforcer leur propre position. D'autres voyaient dans cette avancée une menace à leur mode de vie, préparant la résistance. Les alliances entre Gaulois et Romains ne furent jamais simples. Elles traduisaient souvent des intérêts temporaires, fluctuant selon les circonstances et les chefs impliqués. Parfois, des trahisons marquaient ces accords quand la confiance venait à manquer ou que les calculs politiques évoluaient. Ces alliances révélaient également la complexité interne des Gaulois eux-mêmes, composés de tribus autonomes et parfois rivales, chacune cherchant à défendre ses propres intérêts. Les conflits avec Rome, pour leur part, prirent des formes variées. De petits affrontements éclataient ici et là, des raids, des escarmouches, jusqu'à des guerres plus vastes et décisives. Ces combats ne se limitaient pas à de simples batailles rangées, mais pouvaient inclure des stratégies d'embuscade, l'utilisation du terrain naturel et des alliances changeantes. La connaissance fine des paysages, des forêts et des vallées permettait aux guerriers gaulois de rivaliser avec la discipline romaine, même si celle-ci possédait un avantage certain en termes d'organisation et d'équipement. Mais ces rencontres entre ces peuples ne furent pas seulement marquées par la guerre. Des moments de négociation, de trêve, voire d'échanges culturels vinrent ponctuer cette période. Des diplomates, des émissaires, des marchands traversaient les frontières, portant avec eux non seulement des marchandises, mais aussi des idées, des coutumes et des récits. Parfois, ces échanges apaisaient les tensions, créant des espaces de dialogue et d'entente. Le regard porté sur ces relations révèle ainsi une dynamique en constante évolution. Loin d'être un simple affrontement binaire entre deux mondes,
Cette période fut le théâtre d'une multitude d'interactions qui mêlaient respect et défiance, coopération et rivalité. Ces rencontres façonnèrent la trajectoire des Gaulois, influencèrent leur organisation interne et marquèrent durablement leur histoire. Plus encore, ces contacts avec d'autres peuples poussèrent les Gaulois à adapter leur stratégie, à repenser leurs alliances et parfois à intégrer des innovations venues d'ailleurs. Ils furent à la fois acteurs et témoins d'un monde en transformation, à la croisée des chemins entre traditions anciennes et mutations profondes. Ainsi, dans ce paysage mouvant, les relations avec Rome et les autres peuples devinrent un miroir reflétant la complexité d'une époque où la force, la diplomatie et la volonté de survie s'entremêlaient pour dessiner les contours du futur. Ce sont ces instants d'échange et de conflit qui, en fin de compte, firent des Gaulois non seulement des combattants, mais aussi des acteurs majeurs d'une histoire riche et singulière. À travers les siècles, les voix des Gaulois ont résonné d'une manière souvent voilée, parfois amplifiée, traversant le temps pour s'ancrer dans la mémoire collective bien au-delà des événements qui ont marqué leur existence. Leur histoire, leur culture et l'image qu'ils ont laissée ont été façonnés par les récits, les découvertes, mais aussi par les interprétations successives des générations qui ont cherché à comprendre ce peuple mystérieux. Leur héritage ne se réduit pas à un simple passé figé. Il se manifeste dans une continuité fragile, mêlant réalité et mythe, documents archéologiques et légendes populaires. Les découvertes réalisées au fil des fouilles ont révélé des pans entiers d'une civilisation riche, complexe et dynamique. Ces vestiges matériels, objets de la vie quotidienne, armes, bijoux, sanctuaires, ont permis d'éclairer les modes de vie, les croyances et l'organisation sociale de ces peuples qui habitaient les vastes territoires de l'Europe ancienne. L'archéologie, en particulier, joue un rôle fondamental dans la réhabilitation de cette mémoire. Chaque fouille, chaque objet mis au jour, c'est un fragment d'histoire retrouvé, un lien tangible avec un temps où les Gaulois vivaient, combattaient, célébraient leurs rites et construisaient leur communauté. Les restes des habitats, les tombes richement dotées, les sanctuaires sacrés témoignent d'un monde foisonnant de savoir-faire et d'une vie sociale animée par des valeurs fortes. Pourtant, cette image n'a pas toujours été comprise ni valorisée. Longtemps, les Gaulois ont souffert d'une réputation façonnée par les récits des vainqueurs, notamment ceux des Romains, qui les présentaient souvent comme des barbares, des peuples sauvages et désordonnés. Ce prisme historique a nourri des stéréotypes persistants, parfois exagérés ou déformés, qui ont influencé la manière dont la mémoire des Gaulois s'est transmise. Malgré cela, ou peut-être à cause de cela, les Gaulois sont devenus des symboles puissants, porteurs d'une identité ancienne, d'un esprit de liberté et de résistance. Ils incarnent dans l'imaginaire collectif une figure d'authenticité et de courage face à l'envahisseur. Leur image traverse les arts, la littérature et la culture populaire, réinterprétée au gré des époques pour répondre à des besoins symboliques variés. Leur influence se retrouve aussi dans la langue, dans certaines traditions, dans la toponymie, témoignant d'une continuité culturelle subtile mais réelle. Certains aspects de leur artisanat, de leurs motifs décoratifs, ont inspiré des mouvements artistiques bien plus tard, faisant perdurer leur esthétique singulière. De manière plus discrète, mais non moins significative, leur héritage se manifeste dans le lien profond qu'ils entretenaient avec la nature, les cycles de la vie et le sacré. La redécouverte des Gaulois est ainsi une quête permanente. Chaque nouvelle étude, chaque avancée scientifique
permet de mieux comprendre les nuances de leur société, leurs interactions avec d'autres peuples et la richesse de leur monde intérieur. Ce travail de mémoire active invite à dépasser les clichés pour saisir la complexité d'un peuple dont l'empreinte, même fragmentaire, reste un précieux témoignage de l'histoire européenne. Au-delà des livres et des vestiges, ce sont aussi les lieux eux-mêmes qui gardent la trace des Gaulois. Les collines fortifiées, les champs qu'ils cultivaient, les forêts qu'ils arpentaient, portent en eux une mémoire silencieuse. Marcher sur ces terres, c'est sentir le passage des générations, comprendre que le temps a laissé derrière lui un écho discret mais vivant. Cette mémoire, fragile mais persistante, nourrit aussi une réflexion plus large sur l'identité, le temps et la manière dont les civilisations se transmettent et se transforment. Les Gaulois, dans cette lumière, apparaissent non seulement comme des acteurs d'un passé lointain, mais comme des points d'ancrage pour une compréhension plus profonde de notre rapport à l'histoire et à la culture. Ainsi, en parcourant leur héritage, en contemplant les traces qu'ils ont laissées, on est invité à une forme d'écoute attentive, presque méditative, sur le passage des peuples et des temps. Les Gaulois, avec leur force, leur lutte et leur sagesse, continuent de murmurer à travers les âges, offrant une évasion douce et riche, un lien entre hier et aujourd'hui, entre mémoire et vie.